Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans les souvenirs. Cette semaine, je vous propose de revenir sur un jeu pas comme les autres, plein de couloirs obscurs et de démons fantastiques. Oui, je profite honteusement de la sortie de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, pour vous proposer une vidéo sur HeroQuest. Si je vous dis barbare, nain, elfe, magicien, il y a quelques chances que si vous avez plus de 20 ans, vous viennent en tête des images de figurines amoureusement peintes à la main, d'épais livres de règles et de montagnes de dés. Rarement un univers de fiction aura engendré autant de dérivés que l'heroic fantasy, que ce soit sur table, sur plateau, au travers de romans, de films ou de séries télé. En une poignée de décennies, ce qui n'était qu'un micro-marché de niche s'est mué en véritable culture populaire mondialisée. Le premier succès ludique du genre, Donjons et Dragons, est parvenu à hisser l'heroic fantasy sur le devant de la table de jeu. Mais c'est bel et bien HeroQuest qui est parvenu à faire la jonction entre ces univers jusque-là destinés aux jeunes adultes et le grand public. Pour autant, ces deux jeux ont été de véritables portes d'entrée qui ont permis à plusieurs générations de mettre un pied dans la fantasy et la science-fiction. Mais plus largement, HeroQuest, c'est la première collaboration d'une petite firme anglaise, Game Workshop, avec MB, l'un des leaders du jeu de société traditionnel. Un coup de dé qui va changer la face de nos quêtes. Mais commençons par donner un peu de contexte. Les simulations de guerre, c'est loin d'être quelque chose de nouveau. Le Go, les échecs, la bataille sont autant d'exemples plus que millénaires. Mais au début des années 70, une poignée de jeunes passionnés américains, menés par un certain Gary Gygax, développent leur propre système de jeu permettant presque toutes les libertés. Ils l'appliquent à un univers réunissant leur passion pour le monde médiéval et la fantasy, ce sera Dungeons and Dragons. En quelques mois, ce qui n'est qu'un passe-temps d'une bande d'amis va se répandre dans les universités du pays. L'époque est au pouvoir de l'imagination et ça tombe bien puisque de l'autre côté de l'Atlantique, un trio d'amis formé de Ian Livingstone, Steve Jackson et John Peake a bien envie de se lancer dans la fabrication de jeux en Angleterre. John est menuisier et fabrique des plateaux de backgammon. Quant à Steve et Ian, ils préfèrent de loin la plume et s'occuper des chiffres. Game Workshop n'est alors qu'une petite société de vente par correspondance et ne dispose même pas de locaux. Mais les clients sont là, les commandes se multiplient et pour entretenir un lien avec leur petite communauté, ils lancent leur propre feuille de chou, Howl and Withal, qui couvre l'actualité des jeux de l'époque. Ce fanzine va finir par parvenir à Brian Blum, l'un des jeunes sorciers américains derrière Dungeons and Dragons, qui leur propose en échange de distribuer son jeu au pays de la reine. C'est un succès total, ils parviennent à écouler les 6 exemplaires envoyés pour l'occasion. Et après 4 numéros de Howl and Withal, leur newsletter est remplacé par un fanzine un peu plus costaud, White Dwarf. Ian et Steve sautent sur l'occasion pour se lancer pour de bon, mais John Peake, n'aimant guère l'abandon des jeux traditionnels et le tournant vers les jeux de rôle, décide de quitter l'aventure. C'est un peu le 5e Beatles. La première boutique Game Workshop, située à Londres, devient vite un haut lieu pour les amateurs de jeux. Lors de son inauguration, une petite centaine de clients font la queue avant même l'ouverture des portes. Mais pourquoi se contenter de distribuer les produits des autres ? À partir de 1979, ils vont donc proposer des figurines en fer blanc pour accompagner les parties grâce à un partenariat avec un petit créateur du nom de Brian Ansell. Les premières figurines Citadel peuvent paraître un brin naïves et sont loin de rivaliser avec les merveilles que nous connaissons aujourd'hui. En plus, elles contiennent une bonne dose de plomb, mais elles posent la première pierre de l'empire du jeu. Surtout que Brian n'est pas seulement un sculpteur talentueux, il a de nombreuses idées en tête. Avec Rick Presley, un jeune employé tout juste diplômé en archéologie, il développe non pas un énième jeu de rôle utilisant une petite poignée de figurines, mais un jeu de bataille médiéval susceptible de pousser à des achats multiples. C'est donc en 1983 que Warhammer Première Édition se dévoile avec un livre de règles quelque peu lapidaire. Reprenant les poncifs de l'Heroic Fantasy, le jeu permet de quitter les couloirs imaginaires de Donjons et Dragons pour de grandes batailles en plein air. Les grands patrons, Steve et Ian, sont très occupés ailleurs. Ils viennent de se lancer dans l'écriture de livres-jeux dont vous êtes le héros. Les défis fantastiques. Oui, quand je vous dis qu'ils sont occupés, c'est qu'ils sont très occupés, ça rigole pas. Travaillant d'abord de concert, ils se partageront l'écriture des 60 ouvrages de la série, dont des titres comme Le Sorcier de la Montagne de Feu ou La Citadelle du Chaos résonnent encore dans les cœurs de vieux ados solitaires.
Mais déjà des divergences commencent à fissurer l'équipe. Tout d'abord, il y a White Dwarf, dont les reviews et les conseils d'achat ne correspondent pas toujours aux objectifs de vente de Brian. L'équipe est officiellement couverte par Ian Livingstone, le fondateur et toujours rédacteur en chef. Mais lorsque celui-ci se met en retrait pour investir dans une petite société de jeux vidéo, Brian Ansell reprend les commandes. Ce premier virage opère une césure avec la communauté des joueurs. Il n'empêche que la société va continuer d'innover. En 1987, Game Workshop propose un nouveau jeu, sorte de spin-off futuriste de son univers tolkienesque, Warhammer 40 000. Les figurines, toujours en métal, sont particulièrement détaillées pour l'époque, et ouvrent ce que certains considèrent encore comme l'âge d'or de l'univers. Côté promo, l'équipe se plaît à ajouter régulièrement des règles et des personnages dans les pages de White Dwarf, rendant l'abonnement quasiment obligatoire. Mais toutes ces créations restent limitées au petit milieu des mordus de jeu, constitués de jeunes adultes passionnés. C'est par un ancien employé que viendra le premier projet destiné au grand public. Vous voyez où je veux en venir ? Officiant comme créatif pour Milton Bradley, Stephen Baker s'ennuyait un peu avec les grands classiques de la marque. C'est un peu par hasard que celui qui se destinait à travailler dans la banque s'était retrouvé à travailler à mi-temps dans les boutiques Game Workshop à la sortie de ses études. Grimpant peu à peu les échelons, il avait été recruté par MB au milieu des années 80 pour son expertise dans la création de jeux. Mais ses chefs se refusaient à sortir des clous. Côté thématique, la marque n'était pas parvenue à surfer sur le succès des jeux de rôle, jugés trop éloignés de leur cœur de marché. TSR, l'éditeur de Donjons et Dragons, avait bien essayé d'attaquer les tout-petits avec le dessin animé Le Sourire du Dragon, accompagné d'un jeu, mais il a plus à voir avec celui du jeu de loi qu'une quête héroïque. Pour son projet, Stephen Baker veut proposer un jeu de rôle dans une boîte, avec des règles et un système de jeu abordable sans avoir à se taper un annuaire. Son instinct de joueur le pousse d'abord vers un système de cases modulables pour bâtir le plateau de jeu, mais les premières parties tests sont un désastre. La mise en place est longue et la moindre erreur rend le jeu caduc. Stephen va donc faire le choix d'utiliser un plateau fixe qui servira aux différents scénarios. Côté pion, MB a l'habitude, mais entre un jeton d'hypoglouton et des figurines de JDR, il y a un gouffre. Impossible pour eux de proposer du métal sans faire exploser les coûts. Et leurs techniciens peinent à proposer des figurines assez détaillées avec la technologie d'injection dont ils disposent. Stephen va donc proposer à son ancien employeur un partenariat afin d'user de leur savoir-faire. Depuis 1987, Game Workshop proposait quelques modèles en plastique, mais ceux-ci n'étaient rentables que sur de très grosses productions. La collaboration va d'abord concerner des points techniques. Les poses choisies pour les différents personnages sont spécialement étudiées pour éviter la casse, et les bandes de gobelins, de squelettes et le reste du bestiaire sera dérivé sur les mêmes moules afin de limiter les coûts. Pour les illustrations de la boîte, on fait appel à Edward Baker, connu pour ses couvertures de Conan le Barbare. Début 89, le jeu est enfin prêt pour une sortie en Angleterre, puis en France. Au départ, la boîte indique à partir de 9 ans, pour en faire un jeu familial, mais cela passera à 12 dès l'année suivante. A contrario, les joueurs plus expérimentés trouvent HeroQuest beaucoup trop facile, il suffit de coopérer pour vaincre sans problème les ennemis. Game Workshop va donc en profiter pour proposer une version un peu plus complexe, HeroQuest Advanced, clairement destinée aux guerriers chevronnés, mais ça n'empêche pas MB de proposer de son côté des boîtes optionnelles. Dès 90, la version française voit l'arrivée de 2 extensions, et cette même année, MB décide de débarquer sur le marché américain. Le jeu est quelque peu remanié, avec des figurines supplémentaires et des règles un peu plus simples. Le succès est également au rendez-vous et le public US aura même droit à ses propres extensions, inédites chez nous. En Europe, MB tente de faire vivre sa communauté de jeunes joueurs avec un kit de forteresse, en réalité un simple plateau vierge et des autocollants pour construire son propre donjon custom. Il faudra attendre 91 pour que HeroQuest se dérive en jeu vidéo. Une véritable réussite pour l'époque qui aura le droit elle aussi à son add-on. Oui, les Season Pass, c'est vraiment pas nouveau. Côté Game Workshop, Brian Ansell profite de cette fenêtre de tir pour proposer lui aussi un jeu de plateau, Space Hulk, qui propose de lutter contre des monstruosités de l'espace, les tyrannides. Les joueurs mèneront des escouades de Terminator, Space Marine vétérans protégés par leurs armures lourdes, en plastoc. Et c'est grisé par le succès qu'MB va proposer une version adaptée au grand public, Space Crusade, présentée comme la version futuriste de HeroQuest. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour.
Pour rester dans la thématique médiévale, MB et Game Workshop collaboreront à nouveau avec Seigneur de Guerre en 92. Et la manne apportée à Game Workshop par ce partenariat permettra à l'équipe dirigeante, menée par Brian Ansell et Tom Kirby, de racheter la boîte à ses fondateurs. Yann et Steve quittent définitivement l'aventure, mais bon, ils étaient très occupés, et ça ne les empêchera pas de financer l'industrie du jeu vidéo. Oui, Yann permettra à une petite boîte, Domark, de devenir un acteur majeur après un rapprochement avec Eidos, ce qui nous donnera des jeux comme Tomb Raider ou Hitman. Oui, quand je vous dis que Yann est très occupé, c'est vraiment qu'il est très occupé. Brian Ansell ne restera pas longtemps à la direction. En 1993, il laisse sa place à Tom Kirby, un ancien inspecteur des impôts connu pour préférer de loin les réunions d'actionnaires aux conventions de fans. Kirby n'a ni l'imagination des fondateurs, ni les talents de sculpteur de Brian, mais il connaît les arcanes du business. Le jeu de figurines doit sortir des arrière-boutiques pour entrer dans les centres commerciaux. La principale difficulté rencontrée par HeroQuest et ses dérivés, c'est qu'en ce début des années 90, les jeux de rôle et de plateau ont mauvaise presse. Aux USA, certains prédicateurs y voient une incitation à la sorcellerie. Et en Allemagne, la version locale de Space Hulk, renommée Space Quest, voit son lore édulcoré, les tyrannines devenant non plus des aliens mais des robots, qui ne meurent pas mais retournent dans leur dimension. J'en ai déjà parlé, en France, on se remet à peine de l'affaire de la profanation du cimetière de Carpentras. Le 10 mai 1990, deux femmes découvrent que 34 sépultures ont été profanées et brisées, tandis que le corps d'un homme de 81 ans, décédé 2 semaines auparavant, a été extrait de son cercueil. La piste mène droit vers l'extrême droite néo-nazie, mais de drôles de rumeurs se font entendre. Des témoins plus ou moins anonymes déclarent qu'un groupe de jeunes issus de la bonne société organiserait régulièrement des jeux de rôle et des orgies dans les cimetières. Haro sur l'héroïque fantasy qui, sous les coups de boutoir de l'avocat Gilbert Collard, devient une passion pour les détraqués en manque de sensations. En réaction, des dizaines d'associations de rôlistes perdront du jour au lendemain leurs subventions et leurs locaux. Il faudra attendre 1996 pour qu'un skinhead avoue être l'auteur des faits et dénonce son complice décédé depuis. Innocentants définitivement les fans de jeux de rôle. Pour faire passer cette méfiance, l'offensive marketing doit donc être radicale. Bien loin des obscurs magasins spécialisés habituels, HeroQuest est dispo dans la grande distribution. Cela va pousser certaines chaînes de magasins à en adopter les codes, avec employés en polo et larges vitrines décorées. Et ça marche, dès la fin des années 90, la plupart des grandes villes de France ont déjà leur magasin, avec sa vitrine faite de figurines peintes avec talent. Chaque samedi, des tournois et des parties d'initiation font vivre la communauté. Le magazine White Dwarf a même droit à sa VF depuis 1993. HeroQuest aura le droit à sa dernière réédition par MB en 1994. Et dès l'année suivante, Game Workshop tente d'imposer une suite en droite ligne, renommée Warhammer Quest. Le HeroQuest original va entrer en sommeil, réveillé de temps à autre par les propriétaires successifs de la licence, jusqu'à 2020 lorsque Hasbro, propriétaire d'MB, récupère les droits pour proposer une vraie réédition. On y trouve les personnages remaniés pour l'occasion, le plateau, les éléments du maître du jeu, tout est là pour explorer à nouveau les couloirs maudits. Le succès de cette boîte de base, et du film Donjons et Dragons l'honneur des voleurs, est une preuve supplémentaire de la popularité de la fantasy aujourd'hui. Et je ne me lasserai jamais de fêter cette victoire. Mais vous, gardez-vous des souvenirs de cette lutte légendaire entre les gargouilles, les nécromanciens et les associations de parents? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre, alors partagez-la au maximum, lâchez votre meilleur pouce bleu, et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants